Bon voilà, j'expérimente un peu un nouveau format de vidéo, un peu différent, où je vais parler de petites problématiques, voilà mon sentiment par rapport à certains concepts liés aux AMHE. Donc pas spécialement des choses techniques. Et une des choses qui je trouve très intéressant à aborder, c'est le cas de la double touche. Alors la double touche, voilà, une des questions qui est posée, c'est est-ce que la double touche est historique? Est-ce que ça se faisait de historiquement de se toucher en même temps lors d'un duel? Et j'ai toujours trouvé cette question bizarre, parce que c'est évident. Oui, bien sûr, la double touche est historique. Tout comme mourir est historique. Être un mauvais combattant, à n'en pas douter, est historique aussi. Donc, en fait, la question est très mal posée. Ce qui serait plus intéressant, c'est la question, est-ce que la double touche est pertinente martialement? C'est-à-dire, pas que ça se faisait, mais est-ce que les gens qui savaient combattre cherchaient la double touche, comme on peut le voir chez nous aussi? Alors pourquoi est-ce que nous, on voit autant de double touches en MHE? La réponse pour moi est assez simple, c'est que nous sommes dans un autre contexte. Alors selon moi, la raison pour laquelle il y a autant de double touche en AMHE, pour moi il y a deux explications qui sont en fait complémentaires. La première, c'est que nous pratiquons un sport où nous savons que nous sommes en sécurité, en relative sécurité. C'est-à-dire que nous savons bien que quand nous avons nos protections, on ne risque rien, en tout cas rien de létal, rien de vraiment dangereux. Je dis pas que les blessures n'arrivent pas en AMHE, ça arrive assez régulièrement, mais souvent sans tournoi d'ailleurs, donc qui est un cas extrême. Et donc on n'a pas la peur entre guillemets de mourir. Et le deuxième aspect, c'est que les AMHE ont une dimension compétitive. Je ne parle pas que de tournoi, hein. Un sparring peut être assez compétitif. N'importe quel type d'affrontement peut être à une dimension compétitive. Et le fait d'être en compétition, bah, ça implique une chose, c'est que le but de combat est de gagner. Or, le but d'un réel combat, donc pas d'une compétition, c'est de ne pas perdre. C'est de s'en sortir sans blessure. Ajoutez à ça que pour les périodes quand on essaie de reconstituer une AMHE, la médecine n'est absolument pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est évident que des choses qui aujourd'hui nous semblent bénignes, ben, n'étaient pas du tout à l'époque. Et l'exemple très clair de ça, ce sont les blessures aux mains. Les blessures aux mains en AMHE, ça arrive assez régulièrement. Je pense que c'est même là où il y en a le plus. Avoir une main brisée même au XVIe siècle, c'est la garantie de ne plus vraiment la récupérer du reste de votre vie. Vous allez diminuer jusqu'à la fin de votre vie à cause de ça. Comme nous, on n'a pas ce problème-là, c'est ce qui entraîne en partie le comportement suicide de je vais attaquer et on va voir ce qui se passe après, sans se couvrir, sans avoir vraiment finalement réfléchi à ce qui se passera après. Dans ce cas-là, on peut dire que la double touche est simplement la manifestation d'une mauvaise escrime, d'un mauvais art martial. Un autre cas courant de la double touche, c'est la touche de substitution. C'est-à-dire qu'au lieu, si vous m'attaquez au bras, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer à la tête en me disant que en compétition, j'ai plus de points en frappant la tête, donc ça va annuler votre coup au bras. Même hors compétition, on pourrait dire, assez légitimement d'ailleurs, que toucher la tête est plus létal de manière générale que de frapper le bras. Donc le fait de se dire je vais troquer une blessure superficielle pour une blessure létale, c'est un point de vue qui se vaut en fait. Mais c'est un pari qui est dangereux. Je vais dire en fait où sont les limites de cette vision-là. La première, c'est que si vous frappez quelqu'un à la tête, rien ne vous dit qu'il mourra. Ou rien ne vous dit même qu'il sera vraiment blessé. Parce que l'évolution, c'est une chose merveilleuse qui a fait que notre crâne est quelque chose d'extrêmement solide. Alors, donc frapper vraiment le crâne, par exemple,
rien ne garantit le fait que votre adversaire soit incapacité pour la suite. Alors oui, peut-être la gorge un peu plus encore, et là vient le deuxième problème, les vêtements ont tout de même un effet sur votre cou. On n'est pas habitué à le prendre en compte lors de tout ce qui est exercice moderne, mais les vêtements, un manteau, qu'un col en laine, arrête un mauvais coup d'épée. Un chapeau peut arrêter un coup également, et ça on a pas mal de témoignages du 18e et 19e siècle de soldats qui témoignent de leur bataille et qui vont donner parfois des anecdotes, et certaines anecdotes peuvent être très intéressantes. L'exemple d'épées qui cassent sur une tête. Souvent des têtes couvertes, hein. Vous avez un chapeau, je parle pas d'un casque, hein, je parle vraiment un chapeau pour l'hiver, en poil d'ours pour certains officiers, et bien l'épée casse dessus, ou simplement l'épée ne passe pas à travers. Si dans le même temps votre adversaire vous touche au bras en faisant une double, ou vous touche à un endroit quelconque en faisant une double touche, eh bien vous avez fait le mauvais pari de penser que vous pouvez le tuer avec un coup à la tête. Or ce n'est pas le cas. Toujours dans le même ordre d'idée, si vous vous dites c'est pas grave, c'est une frappe au bras, rien ne vous dit que votre frappe au bras va pas vous incapaciter vous. Rien ne vous dit qu'elle peut même vous tuer sur le long terme, en ouvrant une artère, en vous créant une infection qui va se prolonger pendant quelques jours jusqu'à mourir complètement. Donc sur base d'un postulat qui est finalement assez vrai, qui est celui que vous avez plus de chances de tuer quelqu'un en le frappant à la tête qu'en le frappant au bras, ça ne s'applique néanmoins pas toujours à votre cas particulier. En fonction des conditions précises de ce moment-là, vous allez vous retrouver en désavantage. Maintenant, en mettant la biologie à part, que nous disent les sources à ce niveau? Eh bien, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les sources, mais il y a 2 points tout de même qui sont intéressants. La première, c'est dans la tradition des glossateurs d'Eisenhower, il y a ceux qui, de manière un peu malhonnête, je trouve, vont interpréter les phrases disant qu'il ne faut pas parer mais attaquer quand on attaque, et vont interpréter ça comme voilà, quand on t'attaque, attaque l'autre et advienne que pourra. C'est un peu caricature complètement ce que ces personnes disent, mais on n'en est finalement pas si loin que ça. Mais bien entendu, ce que Lichtenauer dit, ce n'est pas de simplement attaquer suicidairement, c'est bel et bien de faire des attaques couvrantes. Hein. Par exemple, vous prenez un Zorn, vous prenez un Zwerg, vous prenez tous les Abzetson, ben ça c'est le fait d'attaquer votre adversaire en même temps qu'il vous attaque, mais en contrôlant sa lame. Ce n'est pas du tout une ode à la double touche. Une autre source que je trouve très intéressante, c'est Paul Hector Maire. Donc Paul Hector Maire qui, vers 1540, s'inspire beaucoup d'autres traités avant lui. Et dans les planches relatives aux armes mixtes, on voit plusieurs planches où les 2 personnages sont touchés, les 2 personnages saignent. Et il y en a une assez connue qui est donc il y en a un qui a une lance en travers du ventre et il va attaquer son adversaire à la tête. Donc les 2 sont touchés. Donc cette image, elle montre clairement 2 personnes qui sont touchées en même temps. Mais ça, c'est ce que montre l'image, et c'est un des grands problèmes, je trouve, de ceux qui veulent justifier la double touche historique, c'est qu'ils se basent sur l'image, notamment d'images de manuscrits hors AMHE médiévaux, pour montrer que, voilà, vous voyez bien, il y a 2 personnes qui touchent en même temps, oui.
Mais l'image, elle ne montre pas la temporalité de ce qui s'est passé. Or, le texte du traité de Collector-Mère dit bien, par contre, cette temporalité. Elle dit que si tu te fais toucher, si tu te fais transpercer par une lance, alors frappe-le à la tête. Donc là, on n'est plus du tout dans la problématique de la double touche, mais on essaie de l'afterblow, la touche retour. C'est que dans un vrai combat, vous ne mourrez pas instantanément. Très peu de blessures vous tuent sur le coup. On n'est pas dans un combat au sabre laser hein, où la moindre taille fait s'écrouler directement votre adversaire. Dans une réelle blessure, c'est très différent. On a des témoignages de gens qui se sont fait poignarder dans le ventre et continuent à se battre. Et donc pendant ce temps-là, les gens peuvent continuer à se battre et surtout ils sont désespérés. Et c'est ce cas de figure-là que montre, à mon avis, Paul Hector Mère. C'est quitte à être transpercé par une lance qui est bien enfoncée en toi, que l'autre n'arrivera pas à retirer, vas-y, attaque-le. De toute façon, foutu pour foutu, autant vous mourir tous les deux. Et là, la prouesse martiale de celui en face, c'est justement de se protéger. Et c'est pour ça que la plupart des tournois ont des règles d'afterblow, ont des règles qui simulent cette touche-retour. Et donc, note la capacité à celui qui a touché à se défendre après. Et c'est également pour ça que on met beaucoup l'accent sur les retraites couvertes lors de l'entraînement, parce que la double touche, à mon avis, aujourd'hui comme avant, c'était le signe d'un mauvais art martial, d'un mauvais combat. Par contre, la capacité à éviter la touche de celui qu'on vient de toucher, donc d'éviter l'afterblow, ça par contre, c'est une capacité martiale qui doit être absolument cultivée, je dirais, de manière à pouvoir faire un art martial qui est propre, mais si vous simulez un vrai combat, et bien simplement simuler un combat où vous ressortez indemne et pas votre adversaire. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. N'hésitez pas à poser d'autres questions, d'autres problématiques. Si vous avez des questions par rapport à ça, ça peut avantageusement remplacer pendant le confinement les quelques minutes de contexte que je fais d'habitude pendant l'entraînement. Donc, je vous en prie, mettez vos questions et à une prochaine fois.